Je suis un jeune homme originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, issu d'une famille composée de mon père, de ma mère, de ma petite sœur et de moi-même. Jusqu'à mes 9 ans, la vie n'était pas spécialement difficile. Nous n'étions ni riches ni pauvres, mais nous avions de quoi manger et mes parents pouvaient financer nos études. Les choses ont commencé à changer le jour où un accident a eu lieu dans la famille de mon oncle paternel. Celui-ci, sa femme et 2 de leurs enfants sont morts sur la route, ne laissant qu'un seul survivant, un cousin. Mon père l'a alors accueilli chez nous. C'est à partir de ce moment-là que le destin de notre foyer a basculé peu à peu, jusqu'à m'amener à commettre un acte que je regrette infiniment aujourd'hui. Mon père avait un grand frère qu'il admirait beaucoup. Ils étaient proches et quand nous avons reçu la nouvelle de sa mort, mon père est tombé dans un profond chagrin. Malgré la peine, il a tout de suite décidé de prendre en charge son neveu, le seul enfant qui avait survécu. Mon oncle, le père de ce cousin, avait laissé derrière lui quelques biens, mais rien de comparable aux entreprises et commerces que possédait mon propre père. Mon père a donc recueilli mon cousin comme un fils. À peine âgé de 8 ans, il a débarqué dans notre maison avec pour tout bagage un petit sac et sa tristesse. Moi, j'avais 9 ans et j'étais en classe de CE2, tandis que mon cousin, lui, devait reprendre l'école après l'accident. Au début, j'étais ravi d'avoir un frère de plus à la maison. Il était plutôt calme, parfois chagriné. Mais je faisais de mon mieux pour jouer avec lui et le consoler. Ma mère, en revanche, ne voyait pas son arrivée d'un très bon œil. Elle disait que le budget familial allait être plus serré, que ça perturberait mon éducation et celle de ma sœur, ou encore que mon père dépensait trop d'attention et d'argent pour un enfant qui n'était pas de lui. Malgré cela, mon père passait outre et traitait mon cousin comme un fils. Pour moi, du haut de mes 9 ans, je trouvais ça normal. Je m'entendais bien avec lui. Nous jouions dans la cour, on faisait nos devoirs ensemble, on partageait la même chambre. Tout semblait bien se passer. Petit à petit, en grandissant, j'ai commencé à constater que mon cousin était plus brillant que moi à l'école. Les résultats de ses contrôles étaient régulièrement meilleurs que les miens. Les professeurs le félicitaient pour sa concentration, son sérieux, et moi je me sentais un peu dans son ombre. Mon père, passionné par la réussite scolaire, s'extasiait. Regardez comme il est intelligent, prenez exemple sur lui. Même si je n'étais pas le dernier de la classe, je me sentais moins valorisé. D'autant plus que ma mère, jalouse de l'affection que mon père portait à ce cousin, me glissait parfois. « Tu es son vrai fils, tu devrais être le premier, pas lui. » Sans que je m'en rende compte, ce sentiment de rivalité et de jalousie a commencé à s'incruster en moi. Les années passant, nous sommes arrivés tous les 2 en classe de 3e, puis nous avons intégré le lycée. Comme nous avions 1 an de différence, nos niveaux étaient proches, et nous restions dans la même tranche d'âge, suivant globalement la même scolarité. Là encore, mon cousin excellait. Premier de la classe en mathématiques, excellent en physique-chimie, il n'avait qu'un petit point faible en langue. Moi, je me maintenais à un niveau moyen, et mon père, malgré tout, me reprochait souvent mon manque d'effort. Parallèlement, il n'arrêtait pas d'encenser mon cousin. Regarde comment il révise, comment il s'implique, tu devrais faire pareil. Parfois, j'éprouvais une profonde amertume en le voyant si facile, si doué. Ma mère, de son côté, ne l'aimait pas. Elle prétendait que c'était un intrus, qu'il accaparait l'attention de mon père, qu'il finirait par nous évincer, ma sœur et moi. Quand vint le moment de choisir une orientation pour l'université, mon cousin opta pour l'administration des affaires, un cursus qui plaisait beaucoup à mon père, lequel possédait plusieurs commerces et envisagerait sans doute de transmettre l'un d'entre eux à un descendant compétent. Moi, par esprit de rébellion ou par goût réel, j'ai choisi la musique. Mon père a été furieux. « Tu veux faire de la musique dans ce pays? Qui va t'embaucher ?» Je suis resté têtu, affirmant que c'était ma passion. Mon père, dépité, s'est mis à encenser mon cousin encore plus. Au moins, lui, il aura un vrai métier. Je pourrais le placer dans mes affaires. J'ai senti grandir en moi un sentiment négatif. Je me disais, il va tout me prendre. Pourtant, je n'avais encore aucune preuve que mon père ne m'aiderait pas plus tard. Simplement, je voyais ses faveurs aller à mon cousin, tandis qu'il rejetait un peu mon choix artistique. Au fil de nos années de licence, mon cousin accumulait les stages dans des sociétés de mon père, gagnait en expérience et en notoriété. Moi, je peinais dans mes cours de musique, ne sachant pas trop quoi en faire. À chaque fois qu'on rentrait pour les vacances, mon père utilisait mon cousin comme un exemple, tandis que ma mère me répétait « Tu vois, ton père n'a Dieu que pour lui. Il va lui léguer tous ses commerces. Qu'allons-nous devenir? C'est nous qui sommes la vraie famille, pas lui. » Ce discours m'a peu à peu empli de rancœur. Finalement, l'étincelle s'est produite quand nous sommes arrivés en 4e année d'université.
Mon père nous a tous deux conviés dans son grand supermarché, m'a regardé à peine, puis s'est tourné vers mon cousin en disant « Regarde bien ce lieu, un jour ce sera à toi. Tu feras fructifier ce commerce mieux que moi. » J'étais sidéré, bouleversé par la jalousie. Ma mère, en coulisses, fulminait. De retour à la maison, je me suis plaint auprès d'elle. « Maman, tu as vu comment papa a annoncé qu'il donnerait ce supermarché à mon cousin. Et moi alors ?» Elle m'a répondu, le regard sombre, « Depuis quand je te dis que ce garçon est un danger pour notre foyer? Il prend ta place, la place de ma sœur, il n'aurait jamais dû venir vivre ici. Ton père est aveuglé. Il en fait son préféré. » J'ai rétorqué qu'on n'y pouvait rien, que c'était la décision de papa. Là elle m'a sorti, il faut agir, on ne peut pas le laisser tout rafler. Je l'ai regardé, surpris, que veux-tu dire? Et elle, fais-le disparaître. J'ai cru à une plaisanterie. Elle a répété, exécute-le ou trouve un moyen de le faire exécuter. Sylvie, il te détrônera. J'étais pétrifié, incapable de croire qu'une mère puisse suggérer la mise à mort d'un garçon qui de surcroît est de la famille. Pendant plusieurs semaines, j'ai refoulé cette idée. Mais la situation devenait de plus en plus insupportable. Mon père ne me regardait plus, me parlait à peine, se focalisait sur mon cousin. Ma mère me harcelait. Agis, sinon tu perdras tout. Si tu ne fais rien, tu deviendras un musicien raté sans aucun soutien. Peu à peu, j'ai sombré dans un état de haine, persuadé que mon cousin me volait ma destinée. Alors j'ai cédé à la proposition maternelle. Nous avons cherché des types capables de faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. J'en ai rencontré dans un quartier reculé. Ils ont réclamé 500 000 francs CFA chacun, nous avons négocié, puis ma mère a fourni l'argent. Je ne sais pas d'où elle l'a sorti, peut-être de ses économies secrètes, peut-être même des caisses familiales. J'étais comme un automate, avalant la rancune, me disant que je n'avais pas le choix. Nous avons échafaudé un plan. Mon cousin, réservé, ne sortait presque pas. On a profité du jour où il devait se rendre à un rendez-vous pour son stage, un matin à 8 heures. Sur le chemin, ces types l'ont intercepté. Je ne connais pas les détails, je n'étais pas présent sur place. J'ai juste su qu'ils l'ont attiré quelque part, peut-être l'ont drogué ou maîtrisé, et l'ont emporté. Le soir, il n'est pas rentré. J'étais noué d'angoisse et de culpabilité. Ma mère m'a conseillé d'aller aussitôt au commissariat déclarer qu'il avait disparu, pour ne pas soulever de soupçons. Nous y sommes allés ensemble, avons clamé, « Notre frère n'est pas rentré, on s'inquiète ?» La police a dit qu'il fallait attendre 24 heures pour le déclarer officiellement disparu, ce que nous avons fait. Pendant des jours, la police a cherché, affichant des avis, posant des questions. Mon père était fou de chagrin, redoutant un enlèvement ou un accident. Personne ne trouvait aucune piste. J'étais intérieurement terrifié. J'avais livré mon cousin à des criminels, ignorant ce qu'ils feraient de lui, s'ils le tueraient, s'ils le vendraient. Ma mère me répétait. Ne t'inquiète pas, c'est mieux ainsi, tu récupéreras ce qui te revient. Mais je me sentais déjà damné. Après quelques semaines, la police a conclu qu'il était probablement mort ou emmené loin. Mon père s'est enfermé dans le silence, pleurant parfois en secret, m'observant d'un œil soupçonneux. Si tu sais quelque chose, il répétait. Je jouais l'innocent, disant que j'étais aussi bouleversé. Un mois plus tard, mon père m'a convoqué. Tu n'auras rien de mes affaires. Tu as choisi la musique, tu assumeras ta vie. C'est ta sœur qui reprendra le supermarché. Je te donne 1 an pour te débrouiller, je ne veux plus t'entendre réclamer quoi que ce soit. J'étais stupéfait. Cette disparition, censée me débarrasser de mon rival, ne m'apportait pas l'héritage escompté. Pire. J'étais devenu persona non grata aux yeux de mon père. J'ai imploré ma mère qui a supplié mon père de revoir sa position. Finalement, pour calmer l'atmosphère, mon père a accepté de me prêter 5 millions de francs CFA comme capital de départ pour monter un commerce. Mais il a exigé un acte notarié stipulant que je devrais lui rembourser la somme en 12 mois, faute de quoi il porterait plainte contre moi. J'ai signé, un peu rassuré, me disant que j'allais réussir et prouver ma valeur. J'ai monté un magasin de textiles. Au début, tout semblait bien aller. J'ai décroché quelques clients, j'ai pu rembourser les premières mensualités. Je croyais enfin avoir un début de réussite sans mon cousin. Hélas, au bout de 3 mois, les ventes ont chuté. Des fournisseurs m'ont fait défaut, les clients se faisaient rares. Je n'arrivais plus à payer la mensualité suivante à mon père. J'ai commencé à cumuler du retard. Ma mère m'a encore soutenu financièrement pour éviter que mon père ne me conduise au tribunal. Je commençais à regretter amèrement l'idée d'avoir fait éliminer mon cousin. Non seulement je n'avais rien gagné, mais en plus, je m'enlisais dans les dettes. Un soir, mon magasin a été la proie d'un incendie mystérieux. Je n'étais pas sur place. J'ai appris la nouvelle par un voisin qui m'a appelé en panique.
J'y suis accouru, trouvant le feu déjà trop avancé. Les pompiers arrivés tard n'ont pu sauver grand-chose. Mon stock a brûlé, le local est devenu inutilisable. Les commerces voisins ont subi quelques dégâts, mais c'est le mien qui a été entièrement ravagé. Je me suis effondré en larmes sur le trottoir. Je voyais tous mes efforts partir en fumée, littéralement. Mon père, en apprenant l'incendie, a refusé de me croire malchanceux. Il m'a accusé d'incompétence, de malveillance. Il a tonné. « Tu me dois encore le reste de la somme ? Ne compte pas sur moi pour quoi que ce soit. » J'ai tenté de l'implorer, mais il m'a claqué la porte au nez. Ma mère, dépassée, à jeun. Ce fils me cause que des problèmes. Plus rien ne va depuis que ce cousin est arrivé. Au fond, je me suis demandé si je subissais un retour de flamme karmique, comme si l'ombre de mon cousin disparu me hantait. Peu après, j'ai ressenti une douleur aiguë dans le côté gauche de mon ventre, comme une masse qui grossissait. En allant à l'hôpital, on m'a fait une échographie. Le premier médecin n'a rien vu d'anormal, mais comme la douleur persistait, on a poussé les examens plus loin. Un spécialiste a constaté une masse indéterminée. On m'a opéré la première fois pour l'enlever. On m'a assuré que ce serait fini. Sauf que 3 mois plus tard, la masse est réapparue. J'ai dû subir une deuxième opération plus coûteuse. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi ce tissu anormal revenait. On m'a prescrit des tas d'analyses sans résultat concluant. J'ai mobilisé mes dernières économies, aidé par ma mère pour payer ses interventions. Mon père restait indifférent. Après la seconde opération, je me suis cru tiré d'affaire, mais 8 mois plus tard, la douleur a ressurgi, plus forte. À ce jour, je souffre encore. Je sens que la masse est revenue. Je suis exténué. Je ne peux plus travailler. Je ne parviens pas à m'asseoir longtemps ni à me tenir debout sans souffrir. J'ai consulté un autre chirurgien, qui évoque la possibilité d'une 3e intervention, mais je n'en ai plus les moyens. J'en viens à me demander si tout ceci n'est pas une malédiction liée à l'acte commis. Avoir fait exécuter mon cousin par jalousie. Je n'ose en parler à personne. Pas même à ma mère qui pourtant est à l'origine de l'idée. Elle-même me rejette un peu, constate l'échec total de nos projets. Mon père ne sait pas la vérité sur la disparition de son neveu, mais me considère comme un raté, un incapable qui vit dans la malchance. Parfois, j'ai des cauchemars où mon cousin apparaît, me regarde en silence comme pour me demander pourquoi. C'est ainsi que j'ai décidé de raconter mon histoire anonymement, en espérant que des gens de bon sens, voire des personnes ayant une sagesse spirituelle, puissent me conseiller. Est-ce que je dois confesser à mon père qu'avec ma mère, nous avons commandité l'assassinat de son neveu ? Devrais-je me tourner vers un leader religieux pour demander pardon, et prier pour un soulagement de ma santé ? Est-ce que je dois accepter de me faire opérer une 3e fois, dans l'espoir que cette fois ce sera la bonne, et que la masse disparaîtra ? J'ai conscience d'avoir commis un acte abominable. J'ai cédé à la jalousie, à la colère, et j'ai sacrifié un être innocent dont le seul tort était d'être plus talentueux que moi, plus brillant aux yeux de mon père. Aujourd'hui, je paye le prix fort. Un échec total dans mon commerce, un état de santé délabré, et aucune compassion de la part de ceux qui m'entourent. Pire encore, je vis avec la peur qu'un jour, la vérité éclate. Que fera mon père en apprenant que j'ai tué son neveu ? Il pourrait me détester à jamais, ou pire, me dénoncer à la police, et je me retrouverai en prison. Je demande donc à ceux qui lisent ces lignes, que feriez-vous à ma place ? Croyez-vous qu'il y ait un moyen de me repentir sincèrement, de trouver une issue à cette spirale de malheur ? Dois-je avouer mon crime à mon père, au risque de tout perdre ? Dois-je tenter un exorcisme, une réconciliation spirituelle ? Je me sens maudit, et la tumeur qui revient sans cesse dans mon ventre semble être le symbole de cette faute qui ne me quittera pas tant que je n'aurai pas fait la vérité. J'ai peur, mais je suis fatigué de vivre dans la peur. Je présente cette histoire pour que chacun voie à quel point la jalousie peut conduire à des actes irréparables. On croit résoudre un problème, on en crée 1000. On espère gagner quelque chose, on perd tout. La santé, la paix intérieure, le soutien familial, l'avenir. Si mes mots peuvent dissuader quiconque de commettre un crime similaire, alors j'aurai au moins accompli une chose positive. Je conclurai en m'excusant auprès de la mémoire de mon cousin qui méritait de vivre, de grandir, de diriger peut-être un commerce, mais dont j'ai coupé le destin pour un motif futile. Je regrette, et pourtant je sais que mes regrets ne le ramèneront pas. Mais si j'obtiens le pardon des lecteurs, des conseillers, ou de quelque force supérieure, peut-être verrai-je enfin un chemin vers la guérison et un nouveau départ.